Moi, j'aime bien quand il y a une bonne ambiance dans des soirées comme ça fait plusieurs fois. En général, il y a une bonne ambiance. C'est-à-dire qu'en général, quand je demande si les gens regardent le magazine de la santé, c'est l'hystérie. Donc, je vais poser ma question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui regarderaient le magazine de la santé? Ben voilà, détendez-vous, c'est pas grave. Est-ce qu'il y en a qui regardent Aventure de médecine? Là, il se dit, attends, Aventure de médecine, c'est laquelle? C'est avec qui il présente ça, toi? Les pouvoirs extraordinaires du corps humain? Bien. Vous avez joué avec votre mémoire la semaine dernière? Bien. J'en fais des trucs, hein? Ouais. C'est pour ça que le bien-être au travail, moi, je peux facilement vous en parler. Alors, il faut dire quand même que ce soir, on avait imaginé des thèmes très sympas. Parler pendant 2 heures de la retraite. Comment séduire son supérieur hiérarchique. Mon travail, ma femme et moi. Les relations sexuelles au bureau. Et on s'est dit que finalement, il y avait un point commun à tout ça, c'était le rapport avec la santé, avec notre bien-être. Et quand je vous dis que moi, je peux vous en parler du bien-être, vous avouerez que j'ai quand même pas mal de chance. Ça fait des années que je présente le magazine avec Marina, une femme très intelligente. Je travaille avec Adriana Carambeu, une femme très belle. Marina est très belle et Adriana est aussi très intelligente. Et puis la semaine dernière, j'ai fait un petit tour avec Nagui. C'est pas le même genre, hein, il est sympa. Voilà. Mon ami Nagui. Alors, on va ce soir parler donc du bien-être au travail. On fait un tour de France des conférences grand public. Normalement, ces conférences sont gratuites. Si quelqu'un vous a fait payer quelque chose pour rentrer, vous me le dites tout de suite. Normalement, vous avez dû être accueillis gracieusement. Et si on arrive à organiser, bien évidemment, toutes ces conférences et que vous êtes là ce soir dans ce merveilleux cadre, on m'a dit tout à l'heure qu'il avait été spécialement terminé pour nous. C'est parce que nous avons la chance de travailler avec des partenaires que je voudrais remercier et vous citer tout de suite. Des partenaires médias, l'Est républicain, avec un très bel article. Je ne sais pas si le journaliste qui m'a interviewé est là, mais il a fait un papier très sympa, pour une fois, sur moi. Avec France Bleu également, qui a relayé nos messages, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, et on remercie particulièrement Francine Joly. Et puis, nous avons aussi eu la chance de travailler avec la communauté urbaine du Grand Nancy. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a quelqu'un qui travaille là-bas. Je crois qu'il est président de cette communauté urbaine et je voudrais lui demander de venir nous rejoindre. Peut-être que vous allez le reconnaître, André Rossino, qui va venir nous rejoindre. Pour nous dire un petit mot dans cette belle salle. Et pour tout vous dire, c'est monsieur Rossino qui m'a laissé entendre que cette salle avait été terminée rien que pour nous. Merci. Non, si, merci, je vous remercie. Ça va? Oui, c'est très bien, je suis content. Bah, écoutez, quand un ORL rencontre un ORL, qu'est-ce qui se raconte? On s'entend bien, en tout cas. On s'entend bien. Ouais, ça, c'est ça. Mais c'est pas mal, à condition d'en sortir aussi de temps en temps de l'ORL. Bah, mais vous, il doit y avoir fait. Pas mal de confrères dans la salle que je salue. Et puis, vous dire qu'on est partenaire, pourquoi? À plusieurs titres. D'abord parce qu'on met cette salle, je parle sous le contrôle de Pierre Boileau qui gère cette maison. On a souhaité qu'on ne vous fasse pas payer trop cher la location, vous payez tout ce qui est technique, mais on estime que la santé, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Donc, pour vous avoir, on a fait un bel effort. Et je pense que c'est mérité, votre talent. Et je voudrais saluer à la fois le talent de l'écrivain, mais aussi le métier que vous faites, qui est celui de la diffusion, qui est celui de l'explication, dans un monde où il y a beaucoup de violence, d'idées préconçues, souvent expliquer, mettre en situation de compréhension.
C'est aujourd'hui une des difficultés de notre société. Et nous avons, je salue Valérie Jurin qui suit ces questions avec moi à la communauté urbaine, un contrat local de santé avec tous les partenaires, parce que la santé n'est pas qu'une affaire de médecins. Je saluais tout à l'heure un professeur de Montpellier. L'entreprise, les lieux de détente, le sport, les loisirs, tout ça, ça fait partie du bien-être. Ce n'est pas de la santé au sens technique, c'est du bien-être. Puis vous avez une bonne mutuelle, j'ai cru comprendre qu'il vous donnait un coup de pouce. Ça me rappelle un ancien président de la République qui faisait campagne sur le thème « Il faut avoir une bonne mutuelle ». Ben, ce soir, on a un bon ORL, une bonne mutuelle, et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, Monsieur Rossineau. Je vais vous reprendre le micro. Alors, vous l'avez cité, effectivement, notre partenaire Harmonie Mutuelle, sans lequel rien ne serait possible. Et je vais demander tout de suite à Gérald de Cauvière, qui est directeur de la région Nord-Est pour Harmonie Mutuelle, de bien vouloir me rejoindre pour un petit mot d'accueil également. Voilà, vous pouvez l'applaudir parce que parler devant 900 personnes comme ça, c'est pas toujours facile. Merci, bonsoir. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir, partager cette soirée avec Michel Simès. Harmonie Mutuelle, dont je suis le directeur de la région Nord-Est, c'est une vaste région qui va de Lille à Besançon et on couvre un peu plus de 650 000 personnes protégées et dont plus de la moitié au travers de contrats collectifs d'entreprise. Donc Nancy, on est très content puisqu'on est la première étape des clubs prévention santé sur le thème la santé au travail. Et au niveau d'Harmonie Mutuelle, pour nous, la santé, ça va au-delà du simple remboursement de soins, puisque la prévention et l'accompagnement de nos adhérents est quelque chose de primordial. Et cela fait 15 ans qu'au niveau d'Harmonie Mutuelle, nous avons mis la prévention dans l'axe. À titre d'exemple, on a un programme qui s'appelle « La santé gagne l'entreprise » et il a bénéficié à 8 700 salariés de nos entreprises adhérentes en 2014. Alors, à l'aube de la généralisation de la complémentaire santé, au 1er janvier prochain, il nous a paru primordial d'axer encore plus la sensibilisation des chefs d'entreprise et des salariés sur le thème de la prévention. À titre d'exemple, pour l'INRS, dont je crois que quelqu'un intervient ce soir, ils ont réalisé en décembre 2014 un sondage par Via Voice auprès des patrons des très petites entreprises, c'est-à-dire inférieures à 5 salariés et des petites inférieures à 50. Il faut savoir que dans les premières, il y a 70% des chefs d'entreprise et 55% dans le deuxième cas, des chefs d'entreprise qui n'envisagent pas de mettre en place des actions de prévention dans les 2 ans. Donc, quand on a voulu, nous, accentuer notre sensibilisation des entreprises sur la prévention, il nous a paru évident d'avoir un partenariat avec le club Prévention Santé de Michel Simès. On s'est dit que ça allait bien booster, puis je crois que votre présence ici le démontre. Je crois qu'il y a une certaine notoriété sur le sujet. Donc voilà, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée avec des spécialistes et vous allez aborder différents thèmes comme le stress, le travail et l'arrêt du tabac. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne soirée. Et merci pour votre partenariat pour Harmonie Mutuelle. Merci. Alors, il est déjà assez loin, enfin on l'espère en tout cas, le temps où l'entrepreneur, le dirigeant ne s'intéressait qu'à l'efficacité et donc à la rentabilité d'un salarié. En fait, pour être plus juste, on pourrait dire que les dirigeants commencent aussi à comprendre qu'un travailleur efficace, c'est un travailleur heureux, même si, comme le disait Tristan Bernard, l'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça fatigue. On va parler donc de bien-être au travail. Cette soirée se déroule en 2 parties. Une première où on va faire un état des lieux, vous allez voir, avec tout un tas de choses qui vont apparaître. Et puis dans la deuxième partie, vous pourrez poser vos questions à nos experts. Je voudrais qu'on commence par un petit peu d'histoire et vous allez voir que c'est assez intéressant. Regardez ça, en 2500 avant Jésus-Christ, dans l'ancienne Égypte, un papyrus décrit un limbago survenu chez un ouvrier qui a participé à la construction d'une pyramide. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui sont déjà allés en Égypte, qui ont vu les pyramides, qui ont vu les blocs que ça représente. Et bien parmi les ouvriers, il y en a un qui a eu mal au dos. Vous voyez? Ça pèse des tonnes, ce truc-là. Et il y a un papyrus qui dit qu'il y en a un qui a eu mal au dos. Alors c'est vrai que les autres sont peut-être morts écrasés par les autres pierres, mais enfin voilà, ça c'était la première
une vraie étude concernant un accident du travail. Ensuite, vous le voyez, même notre cher Hippocrate avait remarqué qu'il y avait plus d'asthme dans certaines professions. Alors les tailleurs, on peut le comprendre, les métallurgistes aussi, les pêcheurs, je ne comprends pas très bien pourquoi ils ont plus d'asthme, peut-être que la mer était déjà polluée. On va passer à la suivante. Vous allez voir aussi qu'il y a eu des moments importants, notamment en bas, là vous voyez, le 11 octobre 1946, où on fait obligation aux employeurs d'organiser une surveillance médicale pour les salariés. Alors ce qui est important, c'est que, vous le savez, on doit travailler, alors 60, 65 ans, enfin ça va sûrement évoluer, mais ce qui est important aussi, c'est de voir qu'on vit de plus en plus longtemps et donc on peut être amené à travailler de plus en plus longtemps. Des chiffres que vous ne connaissez peut-être pas: 25 ans au milieu du XVIIIe siècle, l'espérance de vie, 30 ans en 1800, 45 ans en 1900, il n'y a pas longtemps, hein, 1900. Et en 2015, aujourd'hui, on est à près de 80 ans pour les femmes et 85 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Il faut savoir qu'on gagne un mois d'espérance de vie tous les trimestres. Alors, quand je vous dis ça, vous vous dites chouette, je vais vivre plus vieux, mais c'est plutôt pour ceux qui naissent aujourd'hui. Vous voyez ? Mais la médecine fait des progrès et vous en bénéficiez également. Alors, en ce qui concerne la santé des salariés, regardez aussi ces chiffres. 6 salariés sur 10 ont déjà eu un accident du travail ou un problème de santé lié spécifiquement à leur activité professionnelle. Et vous le voyez, 45% chez les cadres et 70% chez les ouvriers. Et on continue avec les chiffres vous donnant sur 100 salariés le portrait typique d'un salarié. Vous voyez qu'il y en a la moitié qui ne font pas d'exercice. Quand on parle d'exercice, c'est de l'activité, hein, ce n'est pas du sport. 38% en surpoids, 44% souffrent du stress, et on va beaucoup en parler ce soir du stress, et 27% connaîtront une maladie cardiovasculaire. Et pourtant, regardez là aussi, 92% des salariés, 98% des dirigeants du privé, une grosse partie des managers publics pensent que l'état de santé des collaborateurs est globalement bon dans leur entreprise. C'est pour vous dire qu'entre la réalité et ce qu'on imagine, il y a plus qu'un fossé. On vous l'a dit, je ne vais pas parler tout seul ce soir, je vais faire monter tout de suite les experts qui vont m'aider à vous faire comprendre un petit peu comment on peut être heureux dans son travail. Et je leur demande de venir me rejoindre. Le docteur Agnès Aublé-Cuvelier, qui est médecin du travail, je vais détailler après. Sandrine Weiss, Olivier Torres, professeur Michel Debout et Philippe Cousin, qui vont nous rejoindre. Alors, le docteur Agnès Aublé-Cuvelier, vous vous installez où vous voulez. Vous êtes médecin du travail, responsable du département Hommes au travail. On a cité l'INRS tout à l'heure, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité. Donc, il y a un département Hommes au travail. Donc, les femmes, on s'en fout, c'est ça? C'est que le département Hommes. Il faut prendre des micros parce que sinon, on ne va pas être bien. Attendez, ou sinon, je vous donne sur. C'est bon? Je précise quand même que c'est Hommes au travail avec un grand H. Ah oui, d'accord. Donc les femmes font partie des hommes avec un grand H. Sandrine Weiss, peut-être que vous la connaissez. Ça va, vous arrivez à monter, Sandrine, ou c'est trop haut? Non? Elle n'est pas tombée, hein? Ça tombe bien parce que je dis souvent que le stress, c'est pas lié à des choses très importantes comme la stratégie de l'entreprise, mais à des petits irritants comme la hauteur du tabouret. Et là, j'en fais l'expérience. Vous êtes irrité avant que ça commence, depuis tout à l'heure, je regardais comment j'allais pouvoir m'installer. Ah oui, d'accord, c'est sympa. Bon, Sandrine, vous la connaissez si vous regardez le magazine de la santé, puisque elle est journaliste spécialisée dans le monde du travail et elle est chroniqueuse régulière chez nous sur un siège qui lui convient. Olivier Torres, à mes côtés, qui est enseignant, chercheur spécialisé dans les petites et moyennes entreprises et qui s'intéresse beaucoup à la santé des chefs d'entreprise. Non pas que la santé des salariés ne vous intéresse pas, mon cher, mais effectivement, il va nous éclairer un peu sur... Parce qu'un chef d'entreprise, il faut qu'il soit en forme pour que ses salariés le soient également. Et le professeur Michel Debout, qui est assis... Elle est facile, bon d'accord, ok. Qui est psy. On vous l'a jamais faite en plus?
Non, c'est vraiment la première fois. Bah voilà, c'est bien ça. Non, c'est pour détendre un petit peu. C'est nouveau. C'est nouveau. Oui, oui. Non, mais ça vient de sortir. Je vous avais dit que ce serait très détendu comme soirée. Exactement. Il est psychiatre au CHU de Saint-Étienne, comme quoi on peut rire même avec les psychiatres. Et Philippe Cousin, qui est au bout là-bas, qui est chef d'entreprise. Alors, Philippe, vous allez prendre tout de suite un micro. Non, touchez à rien. Surtout, ne touchez à rien. Tout est prévu. Vous êtes chef d'entreprise succursaliste de chaussures. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient capables de me dire ce qu'est un chef d'entreprise succursaliste de chaussures. Ben, c'est quelqu'un qui a plein de magasins, c'est ça? Oui, en France, en fait, on a souvent l'habitude d'être très administratif. Donc, dès qu'on a plus de 10 magasins, on est succursaliste. Voilà. On pourrait en avoir 50, on est toujours succursaliste. Si on en a 9, on n'est plus succursaliste, on est indépendant. Et voilà. Vous en avez donc, combien? 17. 17 magasins, combien de salariés? 85 dans l'exploitation des magasins et une dizaine au siège social. Donc une centaine de magasins, de personnes. Et bien évidemment, ils sont en pleine forme, ils sont heureux de bosser pour vous, ils sont bien dans leur basket. On va essayer. Oui. Non, c'est vrai que c'est une préoccupation, mais si je suis là, c'est grâce à Olivier Torres. Et, on s'est connus il y a une vingtaine d'années. Et ça a changé complètement la perception de notre entreprise, en tout cas par la formation. Et on s'est aperçu que la santé, elle passait aussi par le bien-être. Et le bien-être n'est pas de savoir comment on vend une chaussure ou si on n'est même pas capable d'être content de venir dans l'entreprise. Donc nous, notre axe, ça a été effectivement que les gens se prennent en main ça, on va et en reparler, découvrent s'ils sont bien dans l'entreprise. Voilà. Alors, on va en reparler bien évidemment. Vous avez cité le bien-être. On va voir une définition du bien-être en entreprise, du bien-être au travail. La possibilité d'exercer une activité professionnelle dans des conditions matérielles décentes, dans le respect de la relation humaine et dans le but de se réaliser en cohérence avec ses valeurs. Et ça passe par le bien-être et la bonne santé des dirigeants et réciproquement. Qui veut réagir par rapport à cette définition? Est-ce qu'elle vous convient, Monsieur Debout? Oui, bien-être et santé, c'est un peu synonyme quand même, puisque l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a défini en 1946 la santé comme un état total de bien-être physique, mental et social. Donc, il y a une synonymie entre santé et bien-être. Par contre, vous avez parlé tout à l'heure de bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de beaucoup plus intime, qui est beaucoup plus personnel. Tandis que le bien-être, la santé, ça peut être revendiqué par nous tous, que nous soyons salariés ou employeurs. Il est normal qu'on soit dans le bien-être, c'est-à-dire qu'on soit en santé. Et le travail ne doit pas agresser la santé, il doit protéger la santé et même promouvoir la santé, parce qu'on sait bien que le travail permet aussi un bien-être psychologique, relationnel. Dans le travail, on rencontre l'autre, on a une activité qui nous mobilise, qui nous construit aussi, on se construit par son travail. Et la vision qu'on a pu avoir pendant des siècles d'un travail punitif, qui punissait l'homme, eh bien, aujourd'hui, c'est le travail qui peut accomplir l'homme dès lors qu'on respecte les uns et les autres. Et c'est aussi un travail refuge. Il y a 3,5 millions de chômeurs en France. Oui. Qu'est-ce que ça a changé, le fait de simplement avoir un travail? Et on va y revenir peut-être oui. Que d'ailleurs, on évite de se plaindre de trop aujourd'hui en se disant j'ai un travail, j'ai déjà beaucoup de chance et je ne vais pas risquer de me faire virer en me plaignant. Est-ce que cette montée du chômage a joué là-dessus sur le bien-être? Bien sûr, parce qu'un certain nombre de salariés, voire même de chefs d'entreprise, supportent des situations par peur simplement de perdre leur emploi. Et en perdant leur emploi, ils savent qu'ils n'en retrouveront peut-être jamais un autre. Et donc, si vous voulez, ça amène les gens à supporter ce que normalement ils devraient dénoncer. Et là, il y a bien un lien entre la santé des salariés et des employeurs, mais aussi la santé des chômeurs. Et c'est pour ça qu'il faut s'occuper de l'un et de l'autre. Olivier Torres, en réaction? Je vous voyais prendre des notes. Oui, d'abord, la question, j'ai bien aimé la question du réciproquement. C'est-à-dire que, notamment dans les PME, on voit bien que le dirigeant est en contact permanent avec ses salariés et vice-versa. Et donc, dès qu'il y a un des éléments du système qui est en stress, effectivement, le stress, ce n'est pas uniquement quelque chose que je ressens moi, c'est quelque chose que je transmets
aussi aux autres. Et donc on voit bien que, notamment dans les PME, l'unité de lieu du travail fait que cette proximité renforce ce caractère réciproque. Oui, c'est-à-dire quand on ne voit pas le dirigeant parce qu'on est chez Renault et qu'il est au 25e étage, on risque moins de servir d'éponge. Alors, un peu. Oui et non, parce que ça peut être aussi très stressant de ne pas le voir. De ne pas voir la direction. C'est-à-dire que, en fait, dans une PME, la direction, on la voit de suite. Donc, j'imagine que votre tête, c'est votre tête habituelle. Donc, je vous vois le lendemain avec un autre visage. Immédiatement, je peux réagir. Alors que dans un grand groupe, enfin, moi, je fais partie d'un grand groupe qui s'appelle l'Éducation nationale. En 25 ans de carrière, à votre avis, combien de fois j'ai serré la main au ministre de l'Éducation nationale? Je sais pas, c'est surtout combien il y a eu de ministres en 25 ans. Ouais, c'est ça la question. Ah oui, j'ai servi beaucoup de grands noms, mais en fait, on ne se voit pas. Et donc, du coup, quand on reçoit des ordres d'un pouvoir qui est abstrait et qui est absent, moi, je pense que c'est beaucoup plus stressant que quand on a un pouvoir présent avec lequel je peux quand même transiger et discuter. Ce qui veut dire que dans les PME, on serait plus heureux et moins stressé que dans les grandes entreprises? Alors, je vais vous dire une chose. Toutes les études, toutes les études sur la satisfaction au travail, parce qu'on n'a pas encore parlé de la satisfaction, qui est un point extrêmement important, les salariés dans les PME, en général, sont moins bien payés que dans les grandes entreprises. Ils sont moins bien formés, ils sont moins bien protégés. Et si je continue la démonstration, on pourrait dire la PME, c'est germinal. Eh bien, malgré ça, quand on interroge la satisfaction au travail des dirigeants, des salariés dans les PME, leur satisfaction est plus forte que la satisfaction des salariés dans les grands groupes. Et une des explications, c'est justement cette proximité qui fait qu'effectivement, on se connaît, on se côtoie, et ça, c'est un point extrêmement important. Docteur, c'est peut-être aussi souvent parce que vous inquiétez pas, vous allez parler, mais comme il est psychiatre, il va parler tout le temps. Et son compagnon font un peu le même travail. Ils ont une proximité pas seulement physique, mais aussi dans leur pratique professionnelle. Ouais. Mais voilà, excusez-moi. Alors, est-ce que vous pouvez, sans les micros, vous vous mettez là tous les deux, et puis moi je vais continuer avec le docteur Aublé-Cuvelier. Je rappelle que vous êtes médecin du travail. D'ailleurs, c'est Pierre Dac qui disait si le travail c'est la santé, à quoi ça sert la médecine du travail? C'est pas faux. On vous en reparlera. Vous servez, oui. Je plaisante. Je pense qu'on a une utilité reconnue dans ce champ-là. Non, je voulais simplement préciser que, effectivement, la satisfaction au travail, si elle est plus importante dans les petites entreprises que dans les grandes entreprises, certes, elle est liée aux relations de proximité qu'on peut établir avec l'ensemble de l'équipe, mais l'organisation dans les petites entreprises n'est pas la même non plus que dans les grandes entreprises. Et dans les petites entreprises, on situe mieux aussi le rôle de chacun dans un processus global où les gens savent pourquoi ils travaillent, quel est le sens de leur travail, ils connaissent le début du processus, ils en connaissent la fin, ils sont beaucoup plus informés aussi des résultats qui sont fournis, plus attentifs certainement aussi à la question de la qualité du travail bien fait. Et ils ont la possibilité d'avoir accès à ces informations effectivement de façon plus aisée. Et c'est la question du sens du travail aussi qui peut être posée dans ce cadre. Alors, on va parler, on a déjà cité le nom plusieurs fois, on va parler du stress, parce que bien évidemment, c'est le gros problème de santé au travail. On va parler du burn-out tout à l'heure, bien évidemment, mais ce stress, cette pression qu'on se met pour réussir à garder son poste, pour être rentable, pour être apprécié. Regardez, selon une étude nationale, près de la moitié des managers du public et des salariés et 28% des dirigeants du privé souhaitent une amélioration des mesures contre le stress. Alors, il faut quand même définir, le stress, c'est quelque chose de naturel. C'est ce qui nous permet, à nous, êtres humains, aux animaux, de nous échapper quand il y a un danger. C'est une décharge d'adrénaline qui est sécrétée par les glandes qui sont au-dessus des reins et qui a un but, c'est de nous donner plus d'énergie pour se barrer le plus vite possible quand il y a un risque. Donc le stress, c'est quelque chose de salvateur pour l'homme, sauf que ça peut être délétère. Oui, jusqu'à un certain seuil. En fait, c'est intéressant de lire, là, 47% des managers du public, par exemple, souhaitent une amélioration des mesures contre le stress.
Dans les années 80 jusqu'au début des années 90, on a postulé que c'était une bonne chose le stress. Vous avez entendu peut-être parmi vous, on va les mettre sous stress, les managers tenaient ce discours. Par exemple, dans des populations commerciales, on disait mon équipe de commerciaux, je vais la mettre sous stress. C'était aussi l'époque, la fin des années 80, où on faisait du saut à l'élastique. Il y en a peut-être parmi vous qui ont survécu à ça. Voilà. Et puis ensuite, ça s'appelle l'incentive en fait, c'est des stages d'incentive. On va les mettre sous pression. Et puis en fait, on s'est aperçu que c'était contre-productif parce qu'il y avait suffisamment d'éléments de stress exogènes, extérieurs au travail. Par exemple, c'était le début du chômage massif de cadres. Donc au début des années 90, on a compris qu'il y avait suffisamment de stress lié aux problèmes familiaux, au chômage, et que ce n'était pas une bonne chose. Et aujourd'hui, on sait que le stress a plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Ce n'est pas un facteur de motivation. Il ne faut plus tenir ce discours. Et quand on parle de stress, on confond souvent les facteurs de stress et leurs conséquences en matière de santé. Et on parle souvent, on entend beaucoup parler du bon stress et du mauvais stress. Et je pense qu'il faut différencier de façon très claire le stress aigu, qui est souvent assimilé au bon stress, du stress chronique. Je vais vous montrer justement, vous allez voir les conséquences sur la santé de ce stress. Regardez, il y a des conséquences psychosomatiques, vous les voyez s'afficher, les maux de tête, l'hypertension, bien sûr toutes les maladies de peau pour les personnes qui ont du psoriasis avec des poussées, les problèmes cardiaques, le foie, les troubles musculo-squelettiques qui sont liés aux articulations et aux muscles. Vous en voyez d'autres, on va revenir sur les troubles de la fatigue tout à l'heure. L'accélération du vieillissement, vous voyez aussi que ça peut entraîner des conséquences mentales et psychologiques importantes. Et enfin, ce sont des facteurs aggravants de tout ce que vous voyez ici, ce stress chronique. Alors, Philippe Cousin, on va revenir sur les conséquences du stress là, mais est-ce que vous, à un moment, avant de rencontrer Olivier Torres, qui manifestement a bouleversé votre vision de l'entreprise, est-ce qu'avant vous mettiez sous pression vos salariés et vous les stressiez pour réussir à ouvrir de plus en plus de magasins et rester dans cette définition? Ça serait à la fois négatif de dire non et oui, en fait, mais c'est surtout, moi je le revois la situation de notre entreprise plus dans le contexte économique. Dans les années 80-90 jusqu'en 92, on était sur un marché en expansion et effectivement on mettait une pression, mais on se mettait aussi une pression d'ouvrir des magasins, d'être de plus en plus performant, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On est sur des marchés beaucoup plus difficiles et en fait, le succès de la plupart des entreprises qui marchent, c'est effectif que sur des petites choses et des fois sur des choses que les médias, l'administration, etc. ne voient pas. Donc en fait, on n'est plus sur les mêmes marchés et donc on est obligé vis-à-vis de notre personnel de le gérer d'une autre façon. On n'est plus là en train de lui dire il faut faire 10-15%, il faut faire quelque chose de mieux et que vous passiez un message. Parce que, par exemple, pour ce qui est d'un exemple dans notre entreprise, si on dit aux personnes il faut absolument vendre une paire, deux paires, tout en lui parlant qu'il fait mauvais dehors ou qu'il y a eu un attentat, etc., les gens ne viennent pas pour consommer par plaisir, ils viennent essentiellement par nécessité. Et ils y viennent en ayant vis-à-vis d'eux quelque chose qui va leur changer l'idée. Donc il faut qu'ils aient du sourire. Et pour avoir un sourire, il faut que notre personnel soit bien dans sa peau. S'il est déjà malade, s'il a mal au genou, en fait. Ou mal au dos pour se baisser, pour faire essayer les chaussures, c'est pas pratique. Et s'il ne se baisse pas, il n'a pas non plus l'idée. S'il reste debout en disant essayez vos chaussures tout seul, c'est pas. Ou il lui donne sa paire sans lui les délacer, effectivement, ça ne donne. Donc il y a des petites choses comme ça qui arrivent dans chaque métier. Et c'est en cela qu'on est attentif à la santé de notre entreprise. Pour être honnête, je ne suis pas médecin, donc j'ai pas. C'est vrai que c'est honnête de votre part de le reconnaître. Non, c'est vrai. En fait, j'ai assez. Non, mais on peut avoir des chefs d'entreprise qui prennent
qui prennent le problème d'une autre façon. Ouais. En tout cas, pour ma part, c'est pas ça. Vous vous occupez de la santé, mais des ampoules, des œufs de perdrix, des yeux de perdrix, des trucs comme ça. Pour l'instant, on n'a pas Pour que les pieds. Vous vous occupez que des pieds, en fait. Vous êtes un médecin des pieds. Voilà. Olivier Torres. La question du stress, quand on interroge les chefs d'entreprise, ce qui est très intéressant et que j'ai observé, c'est que souvent certains disent « mais moi j'aime le stress ». C'est-à-dire qu'il y a dans le discours de ces gens, hommes ou femmes d'ailleurs, qui se voient comme des leaders, l'idée que le stress est un moteur. Or, vous avez tout à fait raison de dire que ce qu'on appelle le stress positif, le E-stress, par opposition au distress, qui est le stress dysfonctionnel en fait, c'est une théorie qui est remise en cause. Et en fait, ce n'est pas l'intensité de stress en soi qui est gênant. C'est-à-dire, si vous traversez une avenue sans aucun stress, vous êtes d'accord avec moi, vous n'allez pas la traverser 2 fois. Donc, à un moment donné, il vaut mieux avoir des stimulations. Mais par contre, c'est la durée d'exposition. Et quelqu'un qui est en permanence sous l'emprise du stress, là, c'est clair, ça devient Alors justement, négatif. Le stress, il faut le mesurer. Parce que quand on parle de stress comme ça, si je vous dis, voilà, si je demande, il y en a combien qui sont stressés au travail, là? Levez la main. Qui se sentent stressés. Juste, vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas monter sur scène. Parce que j'ai des gens, ils se disent, non, tu ne lèves pas la main, il va t'appeler. Détendez-vous. Voilà, est-ce qu'on peut allumer la salle? Je vous jure que je ne ferai monter personne. Voilà. Levez la main ceux qui pensent qu'ils sont stressés au boulot. Ça fait du monde. Tiens, mademoiselle, venez s'il vous plaît. Non, je rigole. Comment on les stresse? Non, je rigole. Bon, ça fait du monde, mais c'est très subjectif le stress. Parce que finalement, la vie, c'est pas que le boulot. On peut être stressé au boulot parce qu'on a des problèmes familiaux. Parce qu'on est avec des adolescents qui nous les brisent toute la journée. Et que finalement, ce stress qu'on a à la maison, on va le rapporter au travail parce qu'on va finir par être désagréable avec nos collègues, parce qu'on a des problèmes toute la journée, on est en train de se demander ce qu'on va faire du grand. Voilà, et finalement, comment on mesure ce stress? Il y a des échelles. On va en parler parce qu'il y a par exemple cette échelle de Holmes et Rae. Comme ça se prononce. Comme la secte. Oui. Voilà. Les degrés du stress. Expliquez-nous ça, là. C'est quoi cette échelle? Alors, la secte, je crois que c'était Raël, moi. Mais, oui, c'est Raël, mais on n'a pas mis le L exprès pour ne pas choquer les gens. En fait, ce sont 2 Américains qui ont identifié les événements vécus par des personnes et ils leur ont demandé après d'estimer, si vous voulez, le niveau de stress associé. Et donc, effectivement, on n'est pas surpris. Le top du top, c'est la mort d'un proche, d'un conjoint. Vous appelez ça le top du top? Enfin, oui, tout à fait. Ça doit être sympa de vivre avec vous. Hein. Alors après, pas mal non plus. Vous avez le divorce. Là, c'est le truc... Voilà. Voilà. Yes. Alors après, vous avez aussi le divorce. Alors le divorce, voilà. On n'est pas loin de l'orgasme, là, avec le divorce. Hein, voilà. Alors, il y a une nuance avec la séparation conjugale. Oui, forcément, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les ennuis juridiques derrière. Voilà. Et puis, en fait, voilà, on se rend compte que le stress, c'est aussi une somme d'événements qu'on va vivre, souvent en le subissant, et qui, parce que ça se cumule, va amener un individu à être finalement en situation d'échec. Je voudrais simplement dire un mot, parce qu'on n'a pas défini le mot stress. C'est simple à définir. En fait, le stress, c'est une tension entre un objectif et les moyens dont vous disposez pour atteindre cet objectif. Voilà, c'est facile à comprendre. Hein. Donc, vous me demandez de faire une conférence, bon, ça va, je suis stressé, mais si c'est en français, ça va. Si vous me dites, maintenant, on va faire la même conférence en anglais, alors là, ça va me stresser. Moi aussi. Voilà. Parce que je risque de ne pas comprendre ce que vous me dites. Oui. C'est ça, moi, et je pense que vous aussi, d'ailleurs. Ouais. Non, il ne faut pas leur dire. Et donc, on voit bien que tout simplement... C'est connu, Nancy, c'est une ville bilingue. Ouais. Oui. Et donc, en fait, on voit bien que le stress, c'est cette tension. Et donc, du coup, il y a 2 façons de gérer le stress. La première, c'est peut-être de réduire les objectifs. Effectivement, je réduis la tension. La deuxième, c'est d'augmenter mes moyens. Donc, on voit bien qu'on a 2 façons de pouvoir gérer le stress. Un deuxième questionnaire. Alors, il est lisible, ne vous inquiétez pas. Ah oui. Maslach. Ouais. Alors, c'est illisible, donc je ne vois pas non plus. Mais Maslach... regardez derrière, c'est écrit en gros, on a pensé à vous. Voilà, c'est l'échelle de mesure du burn-out. C'est-à-dire que, en fait, c'est une femme et qui a effectivement passé sa vie à scruter le burn-out. Et un élément très important, c'est de pouvoir le mesurer, parce que la mesure, c'est déjà un premier instrument
qui permet après de faire un diagnostic. Et donc, on peut voir qu'effectivement, les questions sont souvent le vide émotionnel, le sentiment de perte d'estime de soi, le fait de se sentir frustré, voilà, tous les éléments qui sont effectivement constitutifs d'un problème de burn-out. On utilise en médecine du travail ce genre de questionnaire pour... on va voir qu'il y en a un troisième, mais est-ce qu'on les utilise pour tester justement le stress? C'est des questionnaires qui peuvent être utilisés en médecine du travail, en entreprise, pour aider à faire un diagnostic collectif et puis dépister aussi à titre individuel des situations à risque. Mais c'est ciblé ou par exemple une entreprise peut envoyer à tous ses salariés ce questionnaire pour essayer de voir s'il y a des problèmes de stress? Alors on doit respecter un certain nombre de questions éthiques en termes de respect de la confidentialité. Donc c'est généralement le médecin du travail qui est garant de cette confidentialité. On n'adresse pas un questionnaire dans n'importe quelle condition dans l'entreprise. Il faut évidemment le faire dans le respect d'un certain nombre de principes éthiques vis-à-vis des salariés. Parce que la réglementation l'impose, 2, parce que sur le plan éthique c'est absolument indispensable, et 3, si vous demandez à un salarié en tant qu'employeur de compléter un questionnaire sur des questions de santé, vous risquez fort de tomber complètement à côté en matière de résultats. Oui, mais la médecine du travail pourrait le Donc, faire. bien sûr, la médecine du travail peut le faire, et il existe un grand nombre d'outils en fait, qui sont souvent des questionnaires qui permettent de mesurer le stress. Mais on peut utiliser aussi d'autres indicateurs de nature biologique qui sont moins communément utilisés en entreprise, comme le cortisol salivaire, comme le cortisol endocapillaire même, qui pourrait être un moyen de mesurer les conséquences. Si vous mesurez le cortisol endocapillaire, c'est-à-dire le truc qui est à l'intérieur des tout petits vaisseaux, je pense pas que ça... Endocapillaire, c'est dans les cheveux. Ah, dans les cheveux, j'avais compris les capillaires sanguins, vous voyez comme quoi je suis pas médecin non plus. Oui, Sandrine, je voudrais souligner quand même un des effets négatifs de ces questionnaires, c'est que les salariés, quand ils sont questionnés, quand ils expriment un niveau de stress et quand ils répondent à ces questionnaires, ils attendent impérativement ensuite qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises par leur manager. Donc moi j'ai rencontré plein dans des interviews de salariés qui disaient c'est bien, on a un cabinet de conseil, c'était pas la médecine du travail, qui a fait passer des questionnaires, on nous a présenté sur PowerPoint tous ces résultats, mais si derrière il n'y a pas de mesures concrètes, voilà, les collaborateurs sont plus démotivés que tout. Il ne fallait pas proposer ces questionnaires. La mesure du stress n'a de sens que si derrière il y a des mesures, bien sûr. Si elle s'inscrit dans une démarche c'est pas de juste pour faire des stats. Mais parfois c'est le cas, et ça c'est très démotivant. Professeur. Oui, d'abord, je crois que le stress, c'est comme le sucre. Il en faut, mais pas trop. Et par contre, quand on a trop de sucre, ça porte un nom, diabète. Et c'est pour ça que les gens ne mélangent pas le diabète et le sucre. Et le stress, c'est le même mot. Alors ça devient très compliqué, parce qu'à la fois on parle de quelque chose qui peut être positif, et en même temps on parle de situations extrêmement difficiles à vivre. Donc il faudrait qu'il y ait un mot pour parler du surstress, du trop de stress, et inventer un mot pour que les gens puissent déjà comprendre de quoi on parle. Puis la deuxième chose, j'aime bien toutes ces grilles là où on met on coche dans les cases, etc. D'ailleurs, vous avez parlé de 100% le deuil du conjoint. Mais la disparition d'un enfant, ça serait quoi? Ça serait 150%. Donc, si vous voulez, c'est très anglo-saxon, hein, ça, comme alors justement... Et je pense que la clinique, simplement écouter quelqu'un, il n'y a pas besoin d'une échelle pour savoir qu'il n'est pas bien, ou qu'il va mal, ou qu'il va très mal, ou que même il peut être suicidaire quand on le rencontre. Donc, si vous voulez, ces échelles, elles sont aussi à l'intérieur de nous, c'est pas la peine. Alors, c'est intéressant pour mesurer, si vous voulez, un groupe de personnes, c'est-à-dire un atelier ou une entreprise, savoir s'il y a dans cette entreprise beaucoup de gens qui sont apparemment plus stressés. Et là, ça pose la question de l'organisation du travail, des conditions de travail, de la place des salariés dans leur travail. Et ça pose des questions qui sont plus individuelles, mais qui deviennent celles de l'entreprise tout entière. Moi, je voudrais rebondir au propos du docteur, c'est qu'il y a une problématique pour les chefs d'entreprise, en tout cas pour Français, c'est qu'on n'a pas la formation de certaines données ou compétences à analyser certaines choses. Ça, alors on veut la médecine du travail, vous n'y avez pas à faire? Si, mais la médecine du travail aujourd'hui, enfin,
suis peut-être un peu Vous êtes à violent. côté d'un médecin du travail, alors faites Ouais, non, juste attention. non. Oui, ou peut-être un peu oui, agressif. Sauf qu'aujourd'hui, la médecine du travail, on passe les employés non plus une fois par an, mais une fois tous les 2 ans. Aujourd'hui, on a même des dérogations dans certains départements, c'est tous les 3 ans. Et les dernières annonces qu'on en a, c'est plus le médecin, c'est un infirmier. Ouais, Bon, donc, après, moi, j'ai plus de jugement, mais là, voilà. Alors, non, mais on va demander au médecin du travail. Alors, il est vrai que les services de médecine du travail ont évolué vers des services de santé au travail. On s'est orienté vers la pluridisciplinarité en application d'une directive européenne qui maintenant développe des services dans lesquels on trouve des ergonomes, des psychologues du travail, des infirmières, etc. et des infirmiers. Et c'est une façon de travailler et de parler de santé au travail qui fait appel à des compétences de plus en plus diversifiées. Alors on parle des services de santé au travail, mais il y a aussi d'autres organismes qui traitent de santé au travail. C'est les services de prévention des risques professionnels des CARSAT, ce sont les agences régionales d'amélioration des conditions de travail, c'est les réseaux de consultants, etc. Et donc il y a un certain nombre d'acteurs impliqués dans la prévention. Sandrine, vous vouliez dire un mot? Toujours ce discours un peu pragmatique, il y a aussi des outils très simples sans passer par la médecine du travail qui consistent à rencontrer les collaborateurs dans les PME et leur dire toi qu'est-ce qui te stresse. Et moi j'ai rencontré des entreprises, je peux en citer quelques-unes, il y en a une qui n'est pas très loin, on va voir si je suis bonne en géographie, à Sarre-Union en Alsace, c'est l'entreprise Jus de fruits d'Alsace. C'est une, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous, c'est une entreprise qui fait du conditionnement de jus de fruits. Et ce dirigeant, qui s'appelle Emmanuel Vassenex, s'est aperçu à un moment donné qu'il y avait beaucoup de turnover et il a écouté ses collaborateurs qui lui ont dit, c'est vrai, moi mon tabouret est trop haut, moi j'attends trop à la cantine, et il a pris des mesures très concrètes pour lutter contre ça. Pour donner un autre exemple d'une autre entreprise que j'ai interviewée, qui est un gros employeur en Ile-de-France, c'est Disneyland Paris, c'est 15 000 collaborateurs. Même chose, le DRH est parti du principe que le stress, ça n'était pas un stress lié aux résultats financiers de l'entreprise, mais aux conditions de travail. Et même chose, il a interviewé les collaborateurs qui ont dit on est mal accueillis dans l'entreprise, on attend trop longtemps les bus entre tel endroit et tel endroit. Et là, il y avait plein de choses concrètes à faire pour lutter contre ça. Je peux donner un troisième exemple ? Oui, ouais. Sandrine, allez-y. Allez, j'ai tellement honte de vous avoir mis sur un tabouret haut. Je vous laisse dire comme vous voulez. L'hôpital de Fourvière, qui est à Lyon, c'est un hôpital gériatrique. Alors, si on ne réfléchit pas, on peut se dire ce qui stresse et que les gens ont peur de mal faire leur travail. Eh bien, pas du tout. Là aussi, la DRH a interviewé les personnes stressées qui ont dit, alors ce qui est très désagréable, c'est l'agressivité, non pas des patients, mais de la famille des patients, qui réagit comme si les gens étaient à l'hôtel, donc qui ont des exigences sur le service, les repas. Donc là, dans cette entreprise, l'hôpital de Fourvière, on a mis en place des séminaires de formation pour gérer l'agressivité et apprendre à dire non. Voilà. Donc j'insiste toujours sur le fait que même dans les petites entreprises, il y a des mesures très concrètes qu'on peut mettre en place sans passer par des gros outils. On a compris que les 2 échelles dont on a parlé, ça vous branche très très moyen, mais on a la solution bien évidemment, puisque nous avons le Torres Stressomètre, voilà, mis au point par monsieur Olivier Torres, qui est forcément... Ça va réconcilier tout le monde. Voilà, qui va nous expliquer c'est quoi ce stressomètre. On ne le voit pas ? Si, oh là là, vous inquiétez pas, on va le voir. Voilà. On va vous payer des droits même, je pense, alors, sur le... Ce stressomètre, en fait, on l'a construit alors, sur les chefs d'entreprise, c'est-à-dire que... on a suivi pendant 1 an 350 chefs d'entreprise. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, c'est parce que Vincent Rousselet-Blanc, qui est le rédacteur en chef, qui est là-haut et qui a dû s'endormir sur l'ordinateur, est en train de le chercher. Vincent, dépêche-toi. Non, mais je vais expliquer comment on a fait. Oui, mais je voudrais que ça arrive quand même. Voilà. Vincent, quelqu'un peut aller voir aux toilettes ou un truc comme ça si... Voilà, il est en train de s'énerver sur l'ordi, je vous raconte pas. Bon, allez-y. Ouais, il fait des gestes. Il est très stressé, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Voilà, et donc on a interrogé 350 chefs d'entreprise pendant 1 an, et tous les mois, on les appelait pour leur dire quel est l'événement professionnel que vous avez vécu, qui vous a le plus marqué. Et ces événements étaient-ils positifs ou négatifs? Et de ça, on a eu des verbatims qu'on a catégorisés, et on a identifié les stresseurs du chef d'entreprise. Parce qu'il y en a évidemment pour les salariés, il y a eu beaucoup d'outils, mais à chaque fois, on oublie les chefs d'entreprise. Et alors, vous ne serez pas surpris, alors, ce n'est pas le top du top, mais c'est le stresseur le plus intense, c'est le dépôt de bilan.
C'est-à-dire que, de manière très très claire, quand un chef d'entreprise, homme ou femme, quelle que soit sa profession, hein, qu'il soit commerçant, artisan ou profession libérale, ou chef d'entreprise classique, va déposer le bilan, il va liquider son entreprise, ben, c'est pour cet homme, cette femme, une brûlure, je dirais, psychique et narcissique très forte. Et ce sont des gens qui sont dans un état émotionnel extrêmement fort. Et d'ailleurs, il y a une initiative en France, que je profite de l'occasion pour l'évoquer, c'est le tribunal de commerce de Saintes, en Charente-Maritime, où le greffier, M. Marc Bignet, a créé pour la première fois une cellule d'aide psychologique pour ces hommes et ces femmes. Bien, vous voyez, je veux croire que cette initiative va se généraliser dans mon pays. Parce qu'on a besoin d'entrepreneurs, mais on ne dit jamais à ces hommes et ces femmes, si jamais vous échouez, eh bien, vous allez déguster. Et donc, le dépôt de bilan est vraiment un élément très, très critique. Professeur Debout. Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison, mais pour le salarié, le dépôt de bilan, il a un autre nom, ça s'appelle le licenciement, et parfois le plan social. Alors, il n'y a pas la même dimension que pour le chef d'entreprise qui dépose le bilan, parce que c'est une partie de lui-même qui dépose d'une certaine façon. Quand vous avez parlé de narcissisme, etc., d'estime de soi, évidemment. Mais le salarié aussi, il est fier de son travail. Le salarié aussi, il est attaché à ce qu'il fait. Et quand il est licencié, il vit un même traumatisme. Et donc, ça concerne des millions de Français, ça. Et donc, il faut parler de la santé des chefs d'entreprise, il faut parler de la santé des salariés, il faut parler de la santé des chômeurs, parce qu'il se retrouvera chômeur aussi, votre chef d'entreprise. Ah oui, et donc, oui. c'est ces situations-là qu'il faut prendre en compte, parce qu'elles sont toutes amenées à, disons, aggraver la santé des personnes. Oui. Ça qui est important. La particularité quand même des travailleurs non salariés, ils sont quand même 2,4 millions en France, hein, les travailleurs non salariés, c'est les gens qui sont à leur compte, c'est que, comme vous dites, ils perdent leur emploi, mais ils peuvent aussi perdre une partie de leur patrimoine. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, il a peut-être gagé même une partie de ses maisons, ou de sa maison, il n'en a peut-être pas plusieurs, et il peut être saisi pour ça. Et donc, on voit bien qu'effectivement, cet engagement patrimonial est une amplification, en fait, de la souffrance. Alors, parmi les mesures, il y a eu un sondage de Harris Interactive en mars 2015 qui demandait aux salariés stressés quelles mesures ils aimeraient voir prendre par l'entreprise. Ils aimeraient inciter ou interdire qu'on interdise les sollicitations professionnelles en dehors des horaires de travail et pendant les vacances. Fixer un horaire maximum de travail, interdire les réunions en soirée après une certaine heure. Tiens, on a retrouvé Vincent Rousselet-Blanc. Merci Vincent. Et l'aménagement d'espaces de relaxation dans 16%, pour 16% des personnes interrogées. Si on prend juste cet espace de relaxation-là, on a l'impression, il y a même des endroits où on peut faire la sieste. Il y a quelques entreprises comme ça qui créent des espaces. Ça commence à se généraliser un peu toutes ces mesures? Oui. Alors, ça faisait sourire à un moment donné, mais par exemple, l'armée de terre, dont la direction des ressources humaines est délocalisée à Tours, a mis en place il y a 2 ans des séminaires de sophrologie. Alors au début, ça a fait ricaner tout le monde. Le public est à 90% masculin. C'était des militaires qui avaient passé des années en théâtre d'opération. Donc ils ont dit « Attends, c'est quoi ton truc? Haha, tu nous prends pour qui ?» Et en fait, ça fonctionne très très bien, la sophrologie, même dans l'armée de terre, où il y a des situations stressantes à gérer, de gens qui rentrent de justement théâtre d'opération. Donc ça peut fonctionner bien, même si au début, il y a toujours un moment de réticence. Moi, je m'intéresserais plutôt à ce que vous avez écarté, c'est-à-dire l'intrusion dans la vie professionnelle de nouvelles technologies, de l'information et de la communication qui rendent complètement poreuses les frontières entre vie professionnelle et vie privée, le portable, qui étendent de mails. façon infinie le temps de travail, qui intensifient la pression temporelle. Et je pense qu'il faut réfléchir à une utilisation raisonnée de ces nouvelles technologies. Regardez les chiffres. Qui peuvent avoir une influence forte sur les conditions de travail. On ne les a pas écartés. Regardez, 86% des salariés répondent à leur mail perso au cours de la journée et 61% consultent leur boîte mail le soir, le week-end, voire en vacances. Et parmi eux, près d'une personne sur 2 considère cette activité comme une source de stress. On a du mal à déconnecter. Et quand on interroge les cadres, ils
sont à la fois très favorables à l'utilisation de ces nouvelles technologies qui facilitent leur activité de travail, mais dans le même temps, ils parlent d'une pression accrue qui est un facteur qui est également délétère dans leur activité. Professeur Debout. Oui, mais je pense qu'on devrait avoir 2 adresses mail. Une pour sa vie privée et puis une pour sa vie de travail. Et quand on... Oui, mais sauf que si, quand vous rentrez chez vous, vous ouvrez les deux, quoi. Oui, mais enfin, si vous ouvrez les deux, après, bon, au moins, vous pouvez enfermer une, vous voyez, c'est déjà pas mal. Vous avez dit tout à l'heure, mais quand on est au travail, on vient à son travail avec ses problèmes de famille, comment ça va dans le couple, comment vont les enfants, etc. Mais quand on va quand on rentre chez soi, on rentre avec les problèmes qu'on a au travail aussi. Donc c'est tout à fait poreux tout ça. Et c'est la même personne. C'est la personne qui est à son travail, puis qui après est chez elle. Donc si vous voulez, il ne faut pas séparer comme ça, cloisonner les réalités. On est dans un continuum. Notre journée, elle se passe dans une même séquence. Et donc, voilà, c'est intéressant de faire ces réflexions, mais en même temps, l'humain a toujours fonctionné comme ça. On n'est pas un autre quand on est chez soi et quand on est à son travail. On a du mal à couper complètement. Il faut se retrouver aussi. Alors, les conséquences ultimes du stress, c'est bien sûr ce qu'on appelle le burn-out. Il y a 3 millions d'actifs, de travailleurs qui ont un risque élevé de faire un burn-out. En gros, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. En anglais, burn-out, ça signifie se consumer, s'éteindre progressivement. Ce sont des psychiatres américains qui ont développé ça dans les années 70. Alors, ça n'arrive pas comme ça, le burn-out. Hein. Ça n'arrive pas brutalement. Là, peut-être m'adresser un peu plus aux psychiatres. Ça, c'est pas, on va pas bien un jour et puis on tombe en burn-out immédiatement. Non. On a des signes avant-coureurs que je vous demande de commenter. Mais ils sont sur la diapo, donc tout le monde peut en prendre connaissance. C'est comme beaucoup de réactions psychologiques et pathologiques. Elles s'inscrivent, elles ne viennent pas brutalement, comme vous l'avez rappelé. Et donc, c'est pour ça qu'on peut repérer. On peut repérer la personne qui va finalement tomber dans le burn-out. Il faut aussi, et peut-être qu'on n'insiste pas assez dans cette diapositive, parler des émotions. Parce que les psychiatres américains qui ont décrit le burn-out, ils partaient des professions de soins, c'est-à-dire des personnels... Comment on réagit ? Voilà, voilà. Non, mais vous demandez. Bravo, bravo. Non, mais Vincent est sur le coup. Hein. Voilà, c'était avant même que je l'ai prononcé. Non, mais il savait que vous alliez le dire. Eh bien, non, mais c'est très important parce que surtout quand on soigne les autres, ou quand on s'occupe des autres, ou quand on enseigne les autres, on a forcément des émotions. D'ailleurs, le rapport au travail a changé. Avant, on disait on fait son travail. Maintenant, on dit on est à son travail. Donc, c'est toute notre personne qui se trouve au travail. Et à partir de ce moment-là, on met des émotions. Eh bien, quand on a des émotions pour ceux qu'on soigne, par exemple, et notamment quand ils vont mal, et que tous les jours, il faut les voir aller mal, se dégrader dans leur santé psychologique, dans leur santé physique, ça finit par vous atteindre, par atteindre le soignant lui-même. Et là, il a 2 solutions. Soit il continue cette empathie pour l'autre, mais qui peut être destructeur pour lui, soit il met une espèce de barrière, c'est-à-dire il devient cynique, il perd ses émotions pour se protéger. Et c'est comme ça qu'on a défini ce qu'était le burn-out. C'est-à-dire qu'on a une façade, et à l'intérieur, on n'a plus d'émotion, on n'a même plus d'affection, on a perdu le sens de ce que l'on fait et de ce que l'on est, de qui on est. Et c'est pour ça que c'est très destructeur, le burn-out, quand ça va jusque-là. Et que l'un des premiers signes, c'est effectivement pour des gens qui sont engagés dans leur travail. Parce que vous savez, ceux qui se fichent un peu de ce qu'ils font, ils ne seront jamais en burn-out, ceux-là. Ceux qui se fichent un peu de ce qu'ils font, ils ne seront jamais harcelés à leur travail. Ceux qui se fichent un peu de ce qu'ils font, ils ne seront jamais stressés. Mais ceux qui ont de l'intérêt, qui sont engagés dans leur travail, qui pensent aux autres, qui pensent à leur entreprise, qui pensent à leurs collègues, qui pensent aussi à la hiérarchie, même aux employeurs, tout cela, eh bien, ils peuvent être atteints. Parce que justement, il y a des conditions... Ils s'impliquent et il y a des conditions de travail qui peuvent être très préoccupantes. Sandrine, après je vous passerai la parole. Le burn-out, les entreprises, il y a des statistiques, Sandrine, sur... C'est vrai que j'adore les chiffres, mais là, je n'ai pas un chiffre spécial sur les statistiques. Très bien, merci Sandrine.
Non, mais si vous ne savez pas répondre, vous le dites. Non, oui. Non, mais simplement, c'est vrai que ça touche plus particulièrement une catégorie. Ce sont des gens qui ont un peu d'ancienneté, qui sont plus consciencieux. Ça touche moins la génération Y, par exemple. C'est vrai que c'est... Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut être désinvesti dans son travail, mais voilà. Quand même, je voulais dire que sur ce sujet-là et sur d'autres, on a toujours une marge de manœuvre, on a toujours une responsabilité. Il ne faut pas non plus toujours en demander à l'entreprise. Par exemple, sur le burn-out, moi j'aime bien l'anecdote d'Olivier sur fuir sa collègue toxique. Vous pouvez raconter ça à votre collègue qui vous demande si vous avez du papier à imprimer, qui vous stresse et vous dites « je ne mange plus avec elle ». Parce que ça, c'est une liberté qu'on a tous, de fuir les choses toxiques. Oui, c'est la question des gens stressés, en fait. C'est-à-dire que le stress, ça se transmet. Et donc, du coup, comment gérer les gens qui sont stressés? Et c'est vrai qu'avec l'Observatoire Maroc, on a constaté qu'il y a deux types de personnes, en gros. Il y a les anxieux. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais l'anxieux, alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent, les anxieux, ce n'est pas des causeux. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça va, toi? C'est des taiseux. Mais c'est ça, oui. Ça va, toi? Oui, ça va. Bon. Et en fait, la personne somatise, en fait. Elle se bouffe de l'intérieur. Mais je dirais qu'elle fait de mal à personne, si ce n'est à elle-même. Non, la pire espèce, si je puis me permettre, c'est... Oui, non, c'est pas le pervers. C'est ce que j'appelle l'anxiogène. Vous savez ce que c'est, l'anxiogène? C'est le mec qui veut que les autres soient aussi anxieux que lui. Alors non, c'est malgré lui. C'est-à-dire, en fait, c'est la personne que vous rencontrez le lundi matin, vous avez passé un bon week-end en famille, vous croyez que la personne va vous dire « tu as passé un bon week-end ». Non, c'est cette personne qui vous bombarde de questions auxquelles, j'ai souvent remarqué, vous n'avez jamais la réponse. Et ce sont des gens qui vous irradient d'anxiété, en fait. Et c'est vrai que j'ai une collègue, alors on n'est pas filmé là. Je la connais pas. Non mais elle ne sait pas d'ailleurs que je l'ai théorisée, mais c'était il y a 3-4 ans, c'est pour vous dire, ça m'a marqué. Je la croise, je sais qu'elle est anxiogène. Hein. Et puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et d'ailleurs, pourquoi je lui réponds? Je me pose encore la question. Je lui dis, je vais surveiller un examen. Vous savez ce qu'elle me répond? Tu auras assez de papier? Non mais, de vous à moi, ça fait 25 ans que je suis prof à la fac. Des examens, j'en ai fait des centaines et des centaines de fois. Mais je vais vous dire, en 25 ans de carrière, je ne me suis jamais, vous entendez? Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'allais manquer de papier. Sauf qu'au moment où elle me dit ça, je me dis, tiens, c'est pas con. Comme question. Non mais c'est vrai, mais au moment où je me dis ça, je me dis, mais au juste, est-ce que j'aurai assez de papier? Mais vous voyez, je veux dire, elle m'a mis en quelques secondes ce qu'on appelle une dissonance cognitive. J'ai pas eu le temps de résoudre, qu'elle me dit, et si tu es un étudiant qui triche? et tu auras assez d'examinateurs? Et puis après elle est partie, et moi je suis resté là, et j'ai eu des palpitations cardiaques. Non mais c'est ça, non mais... Et là, ils se reconnaissent tous avec des collègues de bureau qui leur prend la tête toute la journée. Ah non mais... Alors, il faut que je finisse, parce que comment on fait pour les gérer, ces gens-là? Il faut les gérer. Alors, je vais vous dire, il y a deux solutions. La première, soyons humains. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que ce sont des traits de personnalité. Les psychologues vous diront, un trait de personnalité, c'est stable. Mais malgré tout, on peut le changer. Mais il faut consulter. Il faut consulter. Il faut que la personne ait la volonté de changer. Ça, c'est la première nouvelle. Et comment vous lui faites? Maintenant, imaginons que vous n'avez pas le temps de changer la personne. Eh bien, ma deuxième stratégie, c'est la seule chose de maths que j'ai appliquée dans ma vie, c'est la tangente. Voilà. C'est-à-dire, quand vous le voyez arriver, vous faites en sorte que sa trajectoire ne croise jamais la vôtre. Voilà. Vous prenez la tangente. Non, mais c'est... Tiens, je suis lancé, mais 10 secondes. Je racontais ça, je vous assure que c'est vrai, avec la Fédération française du bâtiment, à Lorient, il y a 6 mois. Et j'ai un artisan qui vient de me dire « Ah, votre définition de l'anxiogène ». J'ai dit « Vous avez reconnu un collaborateur ?» Il me répond « Non, ma femme ». Et le mec, il prend la tangente tous les soirs, quand il passe dans la cuisine. Docteur Aublé, est-ce que les médecins du travail, enfin, je ne sais pas si vous parlez de médecins du travail, après tout ce que vous avez dit tout à l'heure, enfin, ceux qui s'occupent de la santé au travail et qu'on ne voit pas, non, ça marche. C'est quoi le rapport entre la médecine du travail et le burn-out? Est-ce que vous expliquez aux chefs d'entreprise comment dépister des gens qui ne sont pas loin du burn-out? Est-ce que c'est vous qui vous en occupez directement? Comment on fait? Alors, ça peut être, bien sûr, les médecins du travail, le service de santé au travail. C'est vrai que le médecin du travail a un rôle particulier puisqu'il est amené à voir en colloque singulier des personnes en consultation. Hein.
Et il a également accès au milieu de travail, puisqu'il est amené à se déplacer en entreprise, à contacter les différents acteurs présents dans l'entreprise, etc. Donc bien sûr, il a un rôle important, puisqu'il est aussi, il peut être consulté à la demande du salarié, à la demande de l'employeur, pour orienter la personne, pour détecter des signes délétères et ou précurseurs qui vont conduire au burn-out. Donc il peut orienter médicalement, bien sûr, la personne, il est amené à consulter, et il a aussi une action à mener en milieu de travail, parce que le burn-out ne survient pas tout seul, on l'a vu tout à l'heure, et qu'il existe des facteurs présents dans le travail sur lesquels il est possible d'agir. Donc une des conditions, enfin vous parliez tout à l'heure de prévention, et dans tous les exemples que vous avez cités, on voit bien l'importance de l'engagement des dirigeants dans les démarches de prévention qui sont menées. Et il est évident que sans engagement du dirigeant d'entreprise, des décideurs de l'entreprise, de l'encadrement, il n'est pas possible d'aller très loin en matière de démarche de prévention. Il faut être prêt effectivement à pouvoir travailler sur la charge de travail, à discuter du manque de ressources, à rétablir du dialogue social dans l'entreprise, à discuter avec les partenaires que sont les instances représentatives du personnel, le CHSCT, qui est quand même une instance dans l'entreprise importante pour parler de santé, sécurité au travail, centre d'hygiène et sécurité au travail. Donc le médecin, dont le médecin du travail est membre de droit, hein, je pense qu'il faut aussi le préciser. Alors Philippe Cousin, vous, d'abord, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous avez déjà été confronté à ça, à un burn-out de la part d'un de vos salariés? Non, burn-out, non, en tout cas... En tout cas, vous ne l'avez pas vu. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Et vous-même, en tant que chef d'entreprise, oui. Est-ce que la pression aidant, la crise économique aidant, la responsabilité aidant, vous avez l'impression d'avoir un jour eu besoin de couper un petit peu parce que vous n'étiez pas loin d'un épuisement? Oui, enfin, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est rentrée dans l'entreprise et qui a séparé bien les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus dans le lieu de travail, on ne parle plus de notre travail. On peut parler d'autres activités, d'amis, etc., mais pas de la nôtre. Ce qui n'était pas d'ailleurs le cas, parce qu'il faut savoir que notre entreprise est une entreprise familiale que nous avons repris avec mon frère. Donc c'est une succession. Donc mes parents, toute ma vie, j'ai entendu mes parents parler de leur travail. Non mais succession, épouse, tout ça, je veux bien, mais vous, moi je vous parle de vous. Est-ce que moi, vous avez à un moment eu l'impression que vous étiez borderline? Oui. Oui, peut-être. Et c'est en fait en adhérant au CJD que j'ai compris qu'il fallait que je trouve d'autres échappatoires. Donc, parce qu'on en parlait avec Olivier Torres, il est important que le chef d'entreprise, lui aussi, soit bien dans sa peau. Et si, alors, oui, mais il est souvent isolé. Donc la seule solution pour lui, c'est de trouver à l'extérieur encore faut-il qu'il soit conscient, oui, qu'il présente les symptômes qu'on a décrits tout à l'heure. Est-ce que les chefs d'entreprise, eux, avec leurs responsabilités, acceptent de se regarder comme étant à risque ou en se disant, tiens, j'ai des symptômes? Non. Mais d'ailleurs, ça a été un des éléments aussi de prise de conscience, en tout cas pour moi, des travaux que j'ai fait avec Olivier. Olivier disait que, et c'est ce qu'il nous a, lors de conférences au CJD, nous a dit, c'est qu'en fait, la plupart du temps, le chef de l'entreprise n'assume pas ses décisions. C'est-à-dire qu'en fait, nous aurons un jour à transmettre l'entreprise ou évidemment la vendre. Et en fait, pour les salariés de l'entreprise, c'est une problématique. De savoir que le chef d'entreprise atteint tel ou tel âge, c'est à quelques années forcément d'une réflexion de sa retraite. Et moi, je suis arrivé dans cette entreprise, j'ai 35, 40 ans, et mon dirigeant, que je côtoie tous les jours, avec lequel je travaille, et que je vois, comme disait Olivier, à sa face s'il est en bonne santé ou pas, ou s'il est stressé ou pas, et qu'il me donne ou pas son stress, bon, là, c'est pour ces personnes,
Et effectivement, aujourd'hui, je le comprends mieux et je l'admets. Heureusement que vous avez rencontré Olivier Torres. Hein. Ah oui, vous oui, êtes mais... publicité mais vivante façon, pour non, lui. non, mais c'est... Un mot sur ces chefs d'entreprise qui refusent de voir la vérité en face. Il y a un déni de réalité souvent chez les chefs d'entreprise à cause de ce que j'appelle l'idéologie du leadership. C'est-à-dire que ce sont... Je n'ai pas le droit d'aller mal. Exactement. Combien de fois j'ai entendu « je n'ai pas le temps d'être malade ». J'ai même parfois des chefs d'entreprise qui m'ont dit « je ne tombe malade que quand je suis en vacances ». Je vous assure, je l'ai entendu souvent. J'ai même un jour un chef d'entreprise qui m'a dit « moi du coup je ne prends plus de vacances ». Ouais, il le disait avec un sentiment mêlé de fierté, vous voyez. Et du coup, cette idéologie du leadership qui est très véhiculée par les business schools, on veut faire de tout le monde des leaders d'ailleurs, hein, il faut qu'on soit tous des leaders, mais c'est très anxiogène comme théorie parce que d'abord, on n'est pas tous faits pour être des premiers, et puis deuxièmement, tous chefs qu'ils sont, ils ont peut-être parfois aussi besoin d'exprimer une parole de faiblesse. Et on voit bien que très souvent, ils se l'interdisent, et à mon avis, à tort. Et c'est là où je vous rejoins quand vous parlez de l'engagement. Ce que je montre, moi, dans mes travaux, c'est qu'il y a même un surengagement chez les chefs d'entreprise qu'on peut observer facilement à deux niveaux. Hein. C'est le temps de travail. Ça, la DARES le montre très bien. Les plus gros travailleurs de France, on travaille beaucoup, nous, hein, mais ce sont les chefs d'entreprise. Entre 50 et 55 heures par semaine. Donc il y a un engagement au travail très fort. Et le deuxième engagement, il est patrimonial. C'est-à-dire que j'ai misé mon propre capital. Et ça fait que parfois ils deviennent surengagés. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils créent eux-mêmes les conditions de leur propre, je dirais, burn-out. Mais leur faiblesse, ils l'expriment parfois en rentrant à la maison avec leur femme, par exemple. Ils deviennent anxiogènes. Voilà. Et la femme prend la tangente après. J'ai des dirigeants des fois qui me disent « ma femme n'en peut plus de mes histoires ». Et impuissant, parce que c'est vrai que ça n'aide pas en plus. Ah non. Et puis ça stresse. Si vous le dites. Non, bah, tout va bien, je vous remercie. Vous êtes ORL au juste. Comment? Vous êtes ORL au juste. Oui, je suis ORL, oui. Ouais, d'accord. Parce que... Et je ne suis pas stressé, je vous remercie. Bien. Un mot sur les troubles du sommeil, parce que là aussi, qui dit stress, on met de côté le burn-out, hein, qui dit stress dit trouble du sommeil, qui dit trouble du sommeil dit fatigue, et qui dit fatigue dit stress, etc. On est moins rentable, on est moins efficace au boulot, on arrive moins à aller au bout de ce qu'on doit faire. Regardez les chiffres. 25%, un quart des adultes ne se sentent pas reposés lorsqu'ils se réveillent le matin. 17% ont une vraie dette de sommeil et un cinquième des Français seraient insomniaques. Alors, toutes les insomnies ne sont pas liées, bien évidemment, aux problèmes de travail, mais regardez ce que la privation de sommeil entraîne. Et tout ce que vous pouvez lire ici peut bien évidemment avoir des retentissements dans l'efficacité au travail. On est dans un vrai cercle vicieux avec tout ça. Est-ce qu'on sait combien il y en a qui prennent des somnifères et des benzodiazépines? On est record du monde. Oui, record du monde. Et malgré cela, vous voyez, on a ces chiffres-là. Ça prouve bien que là n'est pas la réponse. En tout cas, pas toute la réponse. Un mot d'un médecin du travail? Je pense qu'il faut préciser aussi que de plus en plus de salariés travaillent en horaire atypique. En 3-8, de nuit, etc. Et que ce sont aussi des facteurs évidemment survenus de troubles du sommeil. On est dans un monde où on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La mondialisation, la nécessité de rentabilité économique, etc. a conduit à ce développement-là. Les femmes sont beaucoup plus concernées à l'heure actuelle aussi par le travail de nuit et par le travail en horaire atypique. Et il est évident que ces conditions de travail ont également des conséquences sur la qualité du sommeil et la quantité. Sandrine, pas de chiffres sur le sommeil? Je trouve un chiffre absolument. Oui, tout de suite, là vous avez 10 secondes pour trouver un chiffre. C'est vrai que j'aime bien les chiffres et les enquêtes. Bah oui, mais ça fait 2 fois que vous me dites que vous aimez les chiffres et 2 j'ai fois que vous n'en avez pas, Sandrine. Un chiffre sur les conflits, ça vous intéresse, Michel? Sur les conflits. Oh oui, tiens, un chiffre. Tiens, justement, Sandrine, parlez-nous des conflits. Bah, merci. Parce que c'est souvent mon leitmotiv. Le stress, il est lié à des petites choses. Et parmi les choses qui ont été évoquées notamment par Olivier, il y a les relations avec ses collègues. Peut-être que Robinson Crusoe tout seul
sur son île, il n'était pas stressé. Et donc, une des grandes sources de stress, c'est les conflits qu'on entretient avec ses collègues. Et là, une enquête récente a établi que la gestion des conflits représentait en moyenne 1h50 par semaine. Alors, il y a des populations dans lesquelles c'est encore plus vrai, par exemple les contrôleurs à la SNCF, qui, entre parenthèses, suivent chaque année une formation pour gérer les conflits. Mais d'une manière générale, il y a un salarié sur 2 qui se plaint des incivilités. Pour lui, c'est difficile et ça dégénère. Les incivilités, c'est le collègue à côté parle trop fort, on fume dans le bureau alors que c'est interdit. Et ça, on accuse souvent le manager de ne pas trancher. En fait, on attend souvent du manager qu'il tranche. C'est une vraie source de conflit, mais on a toujours une marge de manœuvre. On a une marge de manœuvre, et j'insiste toujours là-dessus, il ne faut pas en demander trop ni au pouvoir public ni à l'entreprise parfois. La marge de manœuvre qu'on a, c'est d'apprendre à dire non parfois. Vous disiez d'apprendre à fuir ses collègues toxiques, d'apprendre à dire non. Et puis il y a quelque chose qui est plus sophistiqué dans le code du travail. Alors là, ça va peut-être être quelque chose qui va faire plaisir à certains. Il y a ce qu'on appelle un droit de retrait. Dans le code du travail, il y a un droit de retrait. C'est un article qui précise que tout travailleur peut se retirer d'une situation qu'il considère comme présentant un danger grave et imminent pour sa santé. Par exemple, c'est ce droit de retrait qu'utilisent les chauffeurs de bus qui disent « Ah bah, mon collègue a été agressé, c'est dangereux, je ne peux pas aller travailler ». Donc, j'insiste toujours sur le fait qu'il y a une marge de manœuvre. Alors, on n'est pas obligé de rentrer dans son entreprise demain et de dire « Ah, le parquet est glissant, désolé, c'est dangereux, Oui, je ne peux pas aller travailler ». Il y a quand même pas mal d'abus sur le droit de retrait. Oui, où, là, dans l'exemple que j'ai cité, on peut toute une imaginer. Région se met en grève parce qu'il y en a un qui s'est cassé un ongle. C'est abusif. C'est un exemple qui est abusif, c'est effectivement abusif, mais ça existe en fait. Ça existe. Et voilà, parfois, on a un droit d'alerte en fait. On se dit, ah, mais mon manager est odieux, peut-être qu'il ne savait pas. Donc, il faut toujours utiliser cette marge de manœuvre, même si elle est réduite, elle existe. Alors, je voudrais vous parler aussi de la sédentarité, parce que alors, ça, c'est mon cheval de bataille. On parlait de prévention. Vous voyez le nom du club qu'on a monté, le club prévention santé, Harmonie Mutuelle, s'attache beaucoup aussi à la prévention. Le ministère de la Santé commence à comprendre que la prévention c'est important et que si on fait des efforts ça coûtera moins cher à la société, à la sécurité sociale. Il faut savoir qu'à peu près 2/3 des Français sont sédentaires quand même. Sédentaires, c'est-à-dire on ne bouge pas, on ne fait rien. On sort de chez soi, on va dans la voiture, de la voiture on va au bureau par l'ascenseur, on s'assoit et on refait la même chose dans l'autre sens. Sédentaire. Eh bien, regardez un peu les chiffres. Vous voyez, en termes de productivité, bon, moins productif, ça c'est une chose. Regardez, les personnes assises plus de 6 heures par jour. Vous devez être pas mal dans ce cas-là. Déjà là, vous passez 2 heures, donc vous avez gratté 1/3 de vos 6 heures. Ont un taux de mortalité 20% supérieur à celui des salariés qui passent moins de 3 heures assis sur une chaise. Et occupés pendant plus de 10 ans en emploi sédentaire double les risques d'apparition de cancer. Ce sont des études de l'American Cancer Society, donc des études très sérieuses. Et là aussi, il y a peut-être une prise de conscience de la part des entreprises que permettre à ces salariés de se bouger dans la journée, d'avoir, je ne sais pas, une demi-heure de pause supplémentaire dans la journée pour tourner, marcher, courir, je ne sais quoi, faire une petite salle de gym. Est-ce que ça, c'est un état d'esprit typiquement américain? Aux États-Unis, les entreprises font ça. Elles permettent à leurs salariés d'aller dans des clubs de gym, elles leur permettent d'avoir des moments dans la journée pour pouvoir faire un peu d'activité physique. On parle d'activité physique et pas de sport, j'insiste là-dessus. Est-ce qu'en France, on commence à prendre conscience de ça ou pas? Qui peut me répondre? Je crois qu'on va prescrire, les médecins vont pouvoir prescrire des cours de gymnastique. C'est tout à fait nouveau et ça va tout à fait dans ce sens-là. C'est très bien. Ça a commencé à Strasbourg d'ailleurs. Ouais, mais quand on parle de stress, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est le stress des transports. Alors, pas dans toutes les villes, mais dans certaines villes, prendre le métro le matin puis le reprendre le soir, c'est un vrai traumatisme pour certains. Un vrai traumatisme. Et là, on est debout, mais non seulement on est debout, excusez-moi, mais on est debout très, très compressé, quoi. Et passer une demi-heure comme ça, eh bien, vous arrivez à votre travail, vous êtes fatigué. Fatigué non pas par le travail, mais par les conditions de transport. Donc je crois qu'il ne faut pas séparer les questions, elles sont mêlées. C'est comme le problème du contrôleur. Le contrôleur de la SNCF, quand il est agressé,
eh bien, il vit un véritable traumatisme. Bien Et sûr. pendant longtemps, on a dénié, alors là, vous parliez de déni, on a dénié les traumatismes subis par des contrôleurs, subis par des chauffeurs de bus ou de tram. Et heureusement, on a commencé à comprendre qu'il y avait des traumatismes psychologiques et pas simplement des traumatismes Ce que physiques. je disais tout à l'heure, c'est que quand il y a un contrôleur qui se fait agresser, de voir qu'il y a toute une région qui se met en grève, tous les contrôleurs de la région se mettent en grève. C'est la solidarité. Oui, mais c'est la solidarité, mais ça ne fait pas avancer les choses. Ce qu'il faut, c'est trouver des solutions. C'est pas en se mettant en grève et en paralysant une région qu'on fait avancer les choses. Ils se sont mis en grève parce qu'on n'en parlait pas, justement. Hein, parce que moi, j'en ai vu, on n'en parlait jamais. Et on n'avait même pas le droit d'en parler, parce que si on en parlait, ça montrait qu'on n'était pas à sa place. Oui, ça c'est autre chose. Et finalement, on gardait les traumatismes pour soi. Question sédentarité. Simplement, oui, pour en revenir à la sédentarité, c'est vrai qu'on prend conscience à l'heure actuelle du fait que l'inactivité physique est un facteur de risque pour la santé d'une façon générale, et qu'il y a une recherche de plus en plus importante et émergente sur les conséquences de l'inactivité physique sur la santé, qui se font pas seulement par l'intermédiaire de l'obésité, mais par des phénomènes métaboliques qui ne passent pas par la case surcharge pondérale. Et on s'intéresse de plus en plus à ces effets avec effectivement la question d'un travail qu'on a rendu de plus en plus sédentaire avec l'irruption de l'informatique, avec la rationalisation, avec la suppression de ce qu'on appelle les temps morts, la chasse au Mouda dans les entreprises, en supprimant les déplacements, etc. Et on se rend compte à l'heure actuelle qu'à force de rationaliser, on rend les humains totalement statiques et inactifs, et on aboutit à d'autres conséquences tout à fait délétères pour la santé. Oui, alors pour répondre à cette question précise, est-ce que les entreprises font quelque chose pour inciter les collaborateurs à faire du sport? La réponse est oui. C'est une tendance générale. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui vont sponsoriser les collaborateurs qui participent à des courses, pas des marathons effectivement, mais des courses. Il y a même pour la première fois cette année, le mois prochain, une course qui va se passer à la Défense. Bon, c'est un peu loin de Nancy, mais peut-être qu'un jour ce sera délocalisé. Une course qui s'appelle Run at Work. J'aime pas le dire en anglais, mais c'est en anglais. Et cette course, c'est une course de 6 km dans le quartier de la Défense. Elle va être payée par les entreprises petites et grandes. Ça veut dire que toutes les entreprises qui le souhaitent, évidemment qui sont pas loin de la Défense, vont pouvoir inscrire en payant les collaborateurs. Et la chose importante, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les collaborateurs sont contents quand on s'intéresse à leur santé, quand on les incite à arrêter de fumer, à condition que tout ça se soit sur la base du volontariat. Si on dit, toi, tu vas arrêter de fumer et toi, tu vas aller faire la course Run at Work, ça ne marche pas. Mais c'est un facteur de motivation quand on le propose sans insister. Et dans les classements des entreprises où il fait bon vivre, souvent en top du top, là, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, il y a les entreprises dans lesquelles, justement, on s'est intéressé à la santé. Et parfois, ça passe par des choses très, très simples. Moi, j'ai déjà raconté cette anecdote. J'ai vu un jour une entreprise dans laquelle, à la cantine, donc tout le monde peut faire ça, on affichait 2 ou 3 promenades possibles de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes pour que les collaborateurs aient l'idée d'aller faire un tour de 10 ou 20 ou 30 minutes après le repas. Après avoir déjeuné, d'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que vous dites, Sandrine, il apparaît que le déploiement d'un programme de bien-être en entreprise augmente en moyenne de 56% le bonheur des salariés. Rien que le fait de savoir que finalement l'entreprise leur propose quelque chose. Vous voulez intervenir, professeur Debout? Non ? Oui, c'est simplement pour dire que c'est bien d'avoir un chien, par exemple. C'est vrai? Oui, vous avez raison, professeur Debout. C'est intéressant ce que vous nous dites oui, là. tout à fait. Pouvoir parler à son collègue, c'est mieux. Une femme aussi, ça peut, c'est pas le même ça peut usage, aider, mais à condition qu'elle marche. Le chien, ça fait marcher, la femme, ça fait courir. Oui. Sinon, vous aviez d'autres non? À part le chien? Oui. Les hobbies, par exemple, que vous aimez pour vous-même. Vous aimez lire, professeur Debout? De temps en temps, mais j'écris. Je passe plus de temps à écrire qu'à... Mais ce que vous lisez, ce que vous écrivez, surtout. Je me relis parfois et je me dis que j'aurais mieux fait de ne pas écrire. Vous avez lu votre dernier livre, alors c'est ça? Non, je ne l'ai pas encore relu, lui. Non. Mais j'attends le prochain. On va vous passer la parole. Maintenant, on va allumer la lumière dans la salle pour vous passer la parole. Et n'hésitez pas, vous avez des hôtesses qui... Levez les pancartes des hôtesses. Comme ça, on voit qui sont les hôtesses. Ah! Il y a un monsieur, il y a 2 messieurs, donc ce ne sont pas des hôtesses. Et vous avez des numéros, un peu comme sur la patinoire. Donc, vous levez la main. Voilà, on vous apporte un micro.
Si vous voulez nous dire si vous êtes plutôt salarié, chef d'entreprise, ou voilà, juste pour la question. Monsieur. Bonsoir. Tout va bonsoir bien à avec tous. votre médecin, monsieur, vous? Moi, super. D'accord. Bonsoir, je suis formateur, donc en formation professionnelle. Moi, ma question, ce serait par rapport à un collègue. Lorsque l'on sent un collègue au bord du burn-out, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, le problème, c'est qu'il y a toujours un problème de... On va pas utiliser le mot délation, mais on ne sait pas comment aider. Parce que, en général, on essaye de lui en parler, de voir un peu s'il va bien ou pas. C'est peut-être ce que vous avez fait, mais voilà. Et si lui n'a pas envie, que c'est plutôt un taiseux, comme on disait tout à l'heure, on ne va pas aller voir la médecine du travail, on ne va pas le dénoncer au chef d'entreprise, parce que là, c'est une catastrophe pour lui. Alors, comment on fait? Il faut pouvoir lui parler sans être intrusif. C'est-à-dire qu'il n'ait pas le sentiment qu'on lui pose des questions qu'on n'a pas à lui poser, hein, qu'on rentre dans l'intime. Mais c'est une question de relation de confiance avec les collègues. Et je crois que depuis qu'on parle, depuis plus d'une heure maintenant, on voit bien qu'il y a un problème de relation humaine au travail, et on voit bien qu'il y a aussi un problème de confiance entre les personnes. Et s'il n'y a pas d'espace... Alors, on a parlé d'exercice physique au travail, mais on devrait parler tout autant d'espace de parole dans le travail. C'est très important, et d'une parole confiante. Et c'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure, on ne veut pas le dénoncer. Il ne s'agit pas de le dénoncer, il s'agit simplement de lui exprimer qu'on porte intérêt à lui. Et vous savez, c'est très important de sentir que les autres se préoccupent de vous. On est tellement dans un monde de violence, de conflits, de rapports de force, que de simplement savoir que quelqu'un s'intéresse à soi, c'est déjà un pas vers la résolution du problème. D'autres questions? Le 4. Mesdemoiselles les hôtesses, n'hésitez pas à vous mettre près de la personne à qui vous tendez le micro, parce que s'il faut que vous montiez tout l'amphi à chaque fois, ce sera mieux. Merci. Bonsoir. Ça n'est pas une question, en fait, c'était juste suite à l'exemple que Madame Weiss a donné sur la défense. En fait, tous les organisateurs de courses en France, pour la plupart, organisent tous une course inter-entreprise. Et on a un exemple ici en Lorraine, sur Nancy. Prochainement, le 6 juin, il y a une course inter-entreprise qui est organisée voilà, pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, même hors entreprise santé. Comment s'appelle cette course? La Berg Entreprise. Ok, merci. Alors, le seul problème, j'ai une question juste. Quand on fait des courses inter-entreprises, le problème, est-ce que ce ne sont pas déjà tous ceux qui courent ou qui font des marathons ou régulièrement qui vont s'inscrire et que finalement, ça ne concerne pas les sédentaires? Non, pas du tout, justement, parce que, en fait, les personnes qui prennent en charge l'organisation dans l'entreprise, voilà, inscrivent toute personne volontaire. Oui. Ouais, mais non, mais je m'en doute, il faut être volontaire. Ce ne sont pas des courses, en fait. Ce ne sont pas forcément des courses. C'est des marches rapides. Voilà. C'est un événement. En tout cas, c'est motivant. Inter-entreprise. C'est motivant, ça crée du lien au sein de l'entreprise. Et puis, ça fait se connaître les collaborateurs de grands groupes ou de grosses entreprises. Voilà. Merci beaucoup, la 2. Bonjour, Caroline Pacotte, donc de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. Je rebondis parce qu'en fait, je suis la personne qui organise un événement qui a été mis en place il y a plus de 2 ans sur Nancy, qui s'appelle le Business School Festival. Ça se déroule en fait fin août au stade Raymond Petit à Tomblaine. Et donc, on a à peu près plus de 2000 participants chaque année. Et donc, c'est sur une journée, on a un tournoi de foot inter-entreprise avec plus de 40 équipes. On a une course de 5, de 10 km. On a du relais 4x400 mètres. On a énormément d'activités sportives. Et on se rend compte qu'en fait, les entreprises sont très intéressées en fait, par ces animations. Qui est votre interlocuteur dans une entreprise? C'est le chef d'entreprise? C'est le DRH? Alors, c'est vrai qu'actuellement, les personnes qui me contactent sont soit les dirigeants, parce que c'est vrai que nous, de la Chambre de commerce,
On contacte directement les dirigeants d'entreprise pour les solliciter, à faire venir leurs salariés à notre manifestation. Mais on a aussi beaucoup les comités d'entreprise. Et sur cette manifestation, c'est vrai qu'on a la plupart des entreprises qui participent prennent en charge la totalité en fait de la participation pour leurs salariés. Et c'est vrai que c'est très intéressant pour eux parce que sur une journée, ça permet à tous les collaborateurs de la région de se réunir, de participer à un challenge et beaucoup aussi dans l'esprit un peu team building qu'on voit beaucoup maintenant évoluer dans les grands groupes avec pas mal d'animations. Et ça, je pense que c'est vraiment des animations qui sont intéressantes pour les salariés, pour se sentir valorisés et réduire aussi les sentiments de stress, se connaître tous ensemble. Parce que forcément, comme vous disiez tout à l'heure, dans les grands groupes, on ne se connaît pas forcément, on a ses collègues au téléphone, mais on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Voilà, c'est ça. C'est une région qui bouge beaucoup, ou Sandrine, ou où vous avez dans vos exemples, vous n'avez pas de chiffres, non, même regarde, mais de quoi il va me parler. Non, parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent ici, mais ça montre que c'est une tendance de fond dans toutes les régions. Moi, je connais mieux effectivement le Paris, mais il se passe plein de choses dans toutes les régions. J'ai cité des entreprises de plusieurs régions. C'est une tendance de fond, oui. C'est un facteur de motivation. Il y a un effet d'entraînement. Ça attache les gens à leur travail. Et puis, quand ils sont en meilleure santé, ils sont moins absents aussi. Ah oui. Les gens qui moins absents, il y a moins de présentéisme aussi, c'est-à-dire le fait d'être là mais de rien faire. Exactement. Plus ils sont voilà, l'entreprise a intérêt à ce qu'ils soient en meilleure santé pour des raisons financières. Elle a cet intérêt. Alors oui, la Lorraine est une région très dynamique, il faut quand même le souligner. Voilà. Et je m'en doutais en fait. Alors après, c'est vrai que ce sont des initiatives qui sont très intéressantes, qui permettent de la cohésion sociale, etc. Malheureusement, elles ne sont pas à la portée de tous les salariés. Vous soulignez tout à l'heure que peut-être c'était les plus sportifs qui s'inscrivaient à ce genre de manifestation. On peut effectivement penser que les personnes les plus sédentaires ne sont pas forcément celles qui seront les plus nombreuses dans ce type d'événement. Et par ailleurs, tout le monde ne peut pas avoir accès non plus à cette possibilité, parce qu'au travail, on trouve aussi une diversité de personnes, dont certaines sont atteintes d'affections diverses. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas de stigmatiser celles qui ne participent pas. Je voulais... la 6. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Solange, je suis professeure de yoga et je vous remercie de me donner l'occasion de parler. Je voulais juste faire une remarque sur un sujet que vous avez abordé, pas assez en profondeur à mon sens. Vous avez parlé du sens qu'un employé est en droit de légitimement savoir vis-à-vis de son travail et de son rôle au sein d'une société. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit au sujet d'une action des sophrologues au sein de l'armée de terre. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. La sophrologie, c'est... alors, je suis professeure de yoga, je le répète, donc la sophrologie, c'est quelque chose qui m'intéresse évidemment et que j'applique régulièrement dans mes cours de yoga. Et la difficulté, lorsqu'on est au travail, c'est de savoir quelle est sa place au sein de l'organisation même du travail. Et la sophrologie a très certainement apporté à ces militaires un élément qu'ils n'avaient peut-être pas dans la structure même de leur travail, qui est celui de qui je suis, à quelle place je suis et quel est mon rôle exact au sein de cette organisation immense. Et je pense qu'on pourrait faire ce parallèle dans tous les grands groupes. Peut-être, monsieur l'entrepreneur qui est présent également dans le cadre d'une petite société, mais c'est peut-être moins vrai. Voilà. Donc, j'ai vu que 16% des gens interrogés dans le cadre de leur travail disaient qu'ils souhaiteraient avoir une salle de relaxation ou un espace d'activité relaxante. Et le fait d'avoir cela en société permet simplement le luxe de revenir vers soi et de se centrer pour comprendre et pour savoir quelle est sa place au sein du travail. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Très bien. Très bien. Moi-même, j'ai une salle de relaxation à la télé qui me permet de faire la sieste quand je sors du magazine de la santé. Vous voyez de quoi je veux parler, effectivement. Ouais. Donc c'est important. Ouais. Et je suis vraiment ravie d'entendre que même dans l'armée, ils utilisent effectivement ce genre de choses. Je vous remercie. Bonsoir. Merci, madame. La 3. Oui,
Bonsoir, je suis chef d'entreprise, une société en Lorraine installée depuis 1970 que j'ai repris il y a 5 ans. Ma question tient à la notion de burn-out. Comment peut-on être sûr, quand on est chef d'entreprise, qu'un salarié qui prétend être en burn-out est vraiment en burn-out? Je voudrais faire référence à une expérience que j'ai eue avec la médecine du travail qui prend immédiatement parti du salarié alors qu'on a affaire à un manipulateur, donc petite difficulté. Est-ce qu'il faut passer par des mesures type cortisol? On en a parlé, on l'a évoqué. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'identifier le burn-out quand on est chef d'entreprise? Alors, il y en a qui se font passer pour des burn-out alors qu'ils ne le sont pas. C'est vrai que, cela dit, c'est vrai qu'on en parle tellement du burn-out que ça doit donner des idées à certains. Alors, je voudrais déjà préciser que c'est vrai que le médecin du travail est toujours suspect soit d'être pro-patron, soit d'être pro-salarié, et qu'il est souvent difficile de faire la part des choses tant qu'on n'a pas entendu les différents points de vue dans une entreprise. Donc c'est la première remarque à faire. Les situations de burn-out sont quand même décelées sur un plan médical, se regroupent un ensemble de symptômes et reposent sur une triade qui est celle de l'épuisement émotionnel, psychique, physique, sur une situation de désinvestissement et de dépersonnalisation, et enfin sur un troisième élément qui est celui de la perte de l'accomplissement personnel, c'est-à-dire une impression de la part du salarié de ne plus être à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Mais on est dans une situation très particulière. Le burn-out est quand même tout ce que vous nous décrivez, c'est du subjectif, c'est du déclaratif. Alors, si vous demandez, si quelqu'un qui veut être, on va se faire l'avocat du diable, mais quelqu'un qui veut simuler un burn-out, il est bien évident qu'il va arriver, après avoir lu sur Internet tous les symptômes du burn-out. Donc tout ce que vous posez comme question là, il va vous y répondre positivement. Alors on ne simule pas un burn-out pendant des mois, et une personne en burn-out est vraiment sur le plan clinique totalement affectée. Alors, je pense que nos psychiatres vous arrivez à faire le mieux diagnostic d'un simulateur. Toute la psychologie ou la psychiatrie repose sur le subjectif. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est pas parce que c'est subjectif que ça n'existe pas. Et c'est pareil pour la douleur. La douleur, c'est subjectif, mais ça existe, on le sait bien. C'est pour ça qu'on fait de la sophrologie, d'ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est pas parce que c'est subjectif que ça n'existe pas. Le problème, effectivement, c'est la simulation. Mais avant de s'intéresser aux simulateurs, et il faut le faire, il faut d'abord s'intéresser à ceux qui souffrent vraiment. Et ceux-là, pendant longtemps, on ne leur a pas donné la parole. On parle de burn-out aujourd'hui. Il y a 15 ans, on aurait fait la même réunion sur le thème santé au travail. On n'aurait pas prononcé le terme burn-out. À l'époque, on n'en parlait pas. On aurait parlé de harcèlement moral au travail. Et je me souviens qu'à l'époque, beaucoup de personnes disaient « je suis harcelé à mon travail ». Et c'était la même question, est-ce qu'ils simulent ou pas? Alors il y a il y a quand même un bon critère. C'est que souvent, ce sont des personnes, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont des bons professionnels, qui ont donné satisfaction pendant longtemps, qui se sont engagés dans leur travail et qui tout d'un coup basculent dans une souffrance au travail, etc. Et c'est là où ça donne une authenticité à leur souffrance. Et donc ça, c'est un bon repère, y compris pour l'employeur. Ça, c'est un bon repère. Et si ce repère, le chef d'entreprise ne l'a pas et qu'il a des doutes, quel est son recours? Il n'y en a pas parce qu'il y a le secret professionnel? Oui, mais son secret recours, médical. c'est de savoir quelles conséquences cela a sur le salarié. Si le salarié est en arrêt de travail, il y a quand même un médecin qui prescrit l'arrêt de travail. La sécurité sociale peut faire des contrôles, il y a des expertises. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont eu une expertise avec un médecin, par exemple de la sécurité sociale ou d'autres experts. Ce n'est pas toujours une partie de plaisir, je peux vous dire, les expertises. Il y a un recours possible, si je peux me permettre, il y a un recours possible sur le différentiel de salaire entre ce que verse la sécurité sociale et ce que complète l'entreprise. La sécurité sociale, elle gère avec sa propre batterie de médecins, voilà. En revanche, l'entreprise peut mandater une société privée, envoyer sous 48 heures un médecin, il y a plein d'organismes que je ne citerai pas qui font ça, à la suite de ça, le médecin dresse un diagnostic et dit il y a abus ou il n'y a pas abus, et dans ce cas-là, en fonction du rapport, l'entreprise peut suspendre le différentiel de salaire qu'elle verse elle-même. Elle ne peut pas toucher aux indemnités de la sécurité sociale, mais elle peut décider de ne pas compléter ce versement de la sécurité sociale. 2 questions encore. La 5.
je voulais intervenir parce que je suis sans doute peu représentée. Vous avez beaucoup parlé de grands groupes, de chefs d'entreprise. Je suis, moi, professeur des écoles, mais je bénéficie des bénéfices d'harmonie mutuelle par le biais de mon mari qui, lui, travaille dans un grand groupe. Et lorsque vous parliez de Monsieur Torres, de ne pas avoir serré la main du ministre, moi, je regrette de ne pas avoir rencontré le médecin du travail en 30 ans d'exercice. Alors que je travaille avec de l'humain, j'ai 33 élèves dans ma classe au quotidien qui m'ont par ailleurs transmis une maladie contagieuse. J'ai moi-même reconnu des signes de fatigue, de burn-out, comme vous l'avez dit. Je n'ai eu personne en face de moi. Vous avez parlé des dirigeants, de l'importance de connaître les dirigeants, d'avoir des interlocuteurs. Nous n'en avons pas. Ils ne vous écoutent pas si vous ne demandez pas à les rencontrer. Et c'est vous-même qui faites la démarche de vous débrouiller auprès des instances existantes que l'on ignore. Et lorsque vous décidez de vous prendre en charge personnellement, c'est à vos frais. Vous avez demandé à rencontrer le médecin du travail? Je l'ai fait maintenant, oui. Au rectorat, oui. Et une alors? Démarche personnelle. Et alors? Et alors, je suis en cours. Elle a pris note de mes pathologies, allons-nous dire, de mes signes de fatigue, et j'attends. Donc, je dois rencontrer aussi une assistante sociale. D'accord. Voilà. Une réaction du médecin du travail? Alors, c'est vrai qu'il existe de grosses inégalités selon les régimes en matière d'accès à une médecine du travail. Dans la fonction publique, on parle de médecine de prévention. Le nombre de médecins de prévention dans la fonction publique autre que hospitalière est très très faible, hein, avec des règles qui sont différentes en matière de surveillance médicale des agents. Et effectivement, je pense qu'il y a du travail à faire pour monter en compétences en matière de prévention des risques professionnels dans certaines branches de la fonction publique. Je veux juste ajouter une chose, c'est que l'État employeur, à l'éducation nationale, dans la police, dans les hôpitaux, etc., l'État employeur devrait donner l'exemple sur la question de la santé au travail. Ça, c'est vrai. Il devrait donner l'exemple. Comment voulez-vous, après que le ministre aille dire au patron, eh bien, occupez-vous de vos salariés si lui-même ne le fait pas? Voilà, et il faut dénoncer ces situations, et on sait très bien qu'il y a beaucoup de souffrance chez les professeurs, chez les enseignants, chez les médecins, chez les infirmières, etc., chez les policiers. Et on a parlé des militaires tout à l'heure, mais qu'on s'occupe des militaires, c'est bien, mais c'est quand ils ne sont plus militaires, c'est quand ils quittent l'armée, qu'ils sont en risque d'addiction, en risque de dépression, parce qu'il y a le traumatisme de la guerre, ce que Freud avait appelé la névrose de guerre. Et les Américains connaissent très bien tout cela. Les Français ne s'en occupent pas. Et il faut considérer qu'un militaire qui a participé à des opérations a vécu des situations traumatiques extrêmement lourdes, et c'est dans l'après-coup, qu'il peut présenter des symptômes, c'est-à-dire au moment où justement il a quitté l'armée. Il devrait y avoir cette prévention qui se poursuive une fois qu'il n'est plus sous militaire. Voilà. Il y a beaucoup de réalités comme ça, y compris lorsqu'on prend sa retraite. Il faudrait qu'on pense qu'au moment de sa retraite, on peut avoir des réminiscences au moment de la retraite de ce qu'on a vécu à son travail. Une dernière question, la 6. Bonsoir. Je travaille comme consultante RH et je réalise entre autres des bilans de compétences. Donc ça a priori pas forcément de rapport, sauf qu'en fait oui, puisque la plupart des gens qui viennent nous rencontrer pour faire des bilans de compétences sont souvent des gens qui sont prêts à tout plaquer de leur travail parce que bien souvent ils n'en peuvent plus. Alors ça peut être un premier signal, certes, et moi ce qui me questionne, ce qui fait écho par rapport à tout ce que j'ai entendu ce soir, c'est, comme disait le monsieur qui est psychiatre, il y a une question d'investissement dans son travail. La plupart des gens qui en arrivent à faire des burn-out sont des gens très investis dans ce qu'ils font.
Et moi, un des conseils que je donne à mon niveau, c'est de justement repositionner à son juste niveau la part émotionnelle que chacun d'entre nous met dans son travail. Ça ne signifie pas se moquer de ce qu'on fait demain, ça signifie juste trouver la juste place de son investissement personnel dans ce qu'on fait dans son travail. Et je pense que ça pourrait aider aussi à limiter certains risques de burn-out. Ben, c'est une belle conclusion, en tout cas pour cette soirée. Merci beaucoup. Je voudrais remercier de nouveau nos partenaires qui nous ont accompagnés, l'Est républicain, France Bleu, la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, dont on a entendu une représentante organiser ce sport, Monsieur André Rossino, qui nous a fait l'amitié de rester en tant que président de la communauté urbaine du Grand Nancy et qui m'a aidé aussi en raccompagnant quelqu'un. Merci, Monsieur André Rossino. Vous faites tout ici, hein. C'est incroyable. C'est le videur, ouais. Et puis, bien sûr, notre partenaire Harmonie Mutuelle qui nous accompagne durant tout ce Tour de France. Merci beaucoup et soyez heureux dans votre travail.